première réaction est évidemment d'être bouleversé devant ce que je viens de voir. Nous partageons tous la même indignation et la même volonté de tout mettre en œuvre pour prévenir et pour réprimer cette violence fanatique. L'insécurité doit changer de camp. Entre les terroristes et nous, eh bien, la guerre est engagée. Depuis, l'insécurité doit changer de camp et les terroristes de Charles Pasqua, les dirigeants français ont hélas régulièrement dû mettre des mots sur l'horreur du terrorisme. Alors dans quel style de discours s'inscrivent François Hollande et Manuel Valls lorsqu'ils parlent au lendemain des attentats du 13 novembre d'être impitoyables ou d'anéantir Daesh ? Pourquoi ces mots très forts et inédits en France ont-ils été choisis? Et ne retrouve-t-on pas des accents de la rhétorique bushienne au lendemain du 11 septembre dans ces discours? Ce sont à ces questions que nous allons tenter de répondre avec 4 invités. Bonjour. Alors François Durper, tout d'abord, historien et auteur de plusieurs livres sur les États-Unis et les présidents américains. Vous nous aiderez à retrouver les sources d'inspiration des discours du pouvoir français. Patricia Balme, spécialiste en communication, vous conseillez et avez conseillé de nombreux politiques en France et à l'étranger. Christian Delporte, historien, spécialiste du décryptage de la communication politique. Et enfin, Dominique Minguenot, linguiste, pour un zoom sur certains mots. Alors des mots qu'il faut trouver très vite, à peine 2 heures. Après les premiers attentats, François Hollande s'exprime ce 13 janvier à 23h55. Son émotion est palpable. Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Nous avons, sur ma décision, mobilisé toutes les forces possibles pour qu'il puisse y avoir, après la neutralisation des terroristes. J'ai également convoqué le Conseil des ministres. Il va se tenir dans quelques minutes. Il y a effectivement de quoi avoir peur. Il y a l'effroi. Mais il y a, face à l'effroi, une nation qui sait se défendre, qui sait mobiliser ses forces et qui, une fois encore, saura vaincre les terroristes. Voilà, donc c'est lui qui donne les premières informations avant de proclamer le message d'unité et de se rendre sur place au Bataclan dans la nuit, 1 heure après l'assaut, où là, il adopte déjà un ton martial. Nous voulions être là, parmi tous ceux qui ont vu ces choses atroces, pour dire que nous allons mener le combat, qu'il sera impitoyable. Impitoyable, dit-il, on va revenir bien entendu sur ce mot, mais d'abord une comparaison, puisque ces images devant le Bataclan nous ont rappelé d'autres, devant Charlie Hebdo, le 7 janvier dernier, juste après les attentats. Il y a, au moment où je m'exprime, 11 personnes qui sont mortes, 4 qui sont en situation d'urgence absolue. Nous n'avons pas encore le compte définitif de toutes les victimes. Dans ces moments-là, il faut faire également bloc, montrer que nous sommes un pays uni, que nous savons réagir comme il convient. Voilà, alors à l'époque, la première déclaration du chef de l'État avait eu lieu sur place, moins de 2 heures après l'attentat, et ce n'est que plus tard qu'il avait pris la parole pour son allocution depuis l'Élysée. Demain sera une journée de deuil national, je l'ai décrété. La liberté sera toujours plus forte que la barbarie. Et la France, elle a toujours vaincu ses ennemis quand elle a su justement faire bloc autour de ses valeurs. C'est ce que je vous invite à faire. Le rassemblement de tous, sous toutes ses formes. Voilà ce qui doit être notre réponse. Alors, faire bloc, le rassemblement, il insiste beaucoup sur ces mots, le 7 janvier. Là, on a l'impression qu'on a de nouveaux mots cette fois-ci, notamment le « être impitoyable » dès le premier soir. Du coup, on s'interroge sur cette évolution. Pourquoi, selon vous, cette évolution? Peut-être Patricia Balme et Christian Delporte. D'abord, on voit la différence dans ces déclarations entre les attentats de janvier de Charlie et ce qui vient de se produire. Le ton a changé. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a une plus grande maîtrise de lui-même au moment de ses déclarations quant à Charlie Hebdo, que lorsqu'il est à l'Élysée, sa toute première déclaration est presque effrayante parce qu'il est effrayé. Il est très, il est très ému, on le sent très ému. Oui, et puis même, on sent quand même
une peur, il y a des respirations entre les phrases, c'est saccadé. Mais alors, est-ce qu'il intervient trop tôt? Parce qu'il intervient finalement alors que l'assaut... Enfin voilà, il intervient avant la fin des événements, il intervient en cours, on n'est pas avant les événements. D'une part, c'est trop tôt, mais je pense aussi que, et c'est ce qui se passe quand on le prévient au Stade de France, je pense qu'il sait que là, il joue son mandat présidentiel. Ah, à ce moment-là. Vous pensez que c'est à ça qu'il pense? Aussi. Oui, François Durper, les premiers mots, d'abord, il intervient le soir même. Et les premiers mots qu'il utilise, c'est « au moment où je m'exprime ». Sont en cours. C'est des propos plutôt de journalistes, ce n'est pas des propos de chef d'État au moment où je m'exprime. Et il fait un usage du présentatif. Il y a des blessés, il y a des morts, il désigne. Alors pourquoi il fait ça? Parce qu'il cherche à montrer qu'il est celui qui a le plus d'infos. Oui, c'est lui qui donne l'information, ce qu'il y a déjà à Charlie Hebdo d'ailleurs. C'est lui qui donne le nombre de victimes. Bien sûr, exactement. Donc pourquoi? Parce qu'on est dans une société de flux, et donc celui qui a le plus d'infos, d'ailleurs ça réagit sur les chaînes d'infos en disant on espère que le chef de l'État effectivement a plus d'infos que nous. Et effectivement, c'est lui le premier qui dit terrorisme, c'est lui le premier qui cite le mot de Daesh, mais il commet dès le soir même une première maladresse en disant une fois encore la France vaincra. Sauf qu'on est le soir même, et pour la majorité des Français, sauf à considérer que vaincre, c'était tuer les frères Kouachi, ils constatent qu'il y a 10 mois après une première vague d'attentats, une deuxième vague d'attentats. Donc là encore, beaucoup trop tôt pour dire la France vaincra. Beaucoup, il parle trop tôt, et puis alors il donne aussi ces informations, on va vous faire réagir. Alors au mois de janvier, où on débattait déjà de cette question, effectivement, lorsqu'il annonce le bilan devant Charlie Hebdo, je me rappelle qu'on avait commenté sur ce plateau en disant que c'était peut-être pas le rôle du président de la République de faire ça, de donner ces informations. Alors vous dites c'est les chaînes... police. Hein? C'est un préfet de police. Voilà, mais vous dites qu'il n'a pas le choix. Là, il n'a pas le choix. Ou un ministre de l'Intérieur. Deux choses. D'abord, la première intervention, on est avant l'hypercachère. Donc on a une attaque ciblée sur Charlie Hebdo. Première intervention en janvier. En janvier. Voilà, Charlie Hebdo, oui. Là, ce qui se passe le 13 novembre au soir n'a pas du tout la même dimension. Et donc le mot peur, c'est celui qui revient le plus souvent sur les plateaux de télévision pour définir le sentiment général. Et il faut que le président de la République intervienne pour dire, sinon que la situation est sous contrôle, du moins qu'il s'en préoccupe. Quand on regarde une émission de télévision... Mais quand vous dites que ce n'est pas trop tôt, en clair, même s'il intervient, que les événements ne sont pas finis, que c'est en cours... Voilà, ça veut dire qu'effectivement, on a pris la mesure de ce qui se passait. Et les minutes passées devant une information en continu telle que celle-là, ce sont des minutes très très longues et on attend finalement la première intervention, oui. La première intervention, oui. La deuxième, 23h55, le 13 novembre, alors que l'assaut au Bataclan n'est pas terminé, qu'il y a encore des otages au Bataclan. Oui, tout à fait. Il faut une parole et effectivement informationnelle. Il faut montrer que le chef d'État est en premier. Surtout qu'il était au Stade de France, donc on peut se demander où il est. La deuxième intervention, non. La deuxième intervention, elle est sur iTélé, donc elle s'adresse à une partie des Français. On l'entendra sur TF1, on l'entendra... Oui, mais François Hollande la rentre dans le flux. Il s'adresse aux micros qui sont là pour dire rien de plus que ce qu'il a dit quelques minutes avant et le dire mal parce que regardez ce qu'il dit. Nous voulions être là parmi tous ceux qui ont vu des choses atroces pour dire que nous allons mener la guerre. Dans les 4 verbes, il y a un verbe nous voulions, c'est la velléité. Le premier, voir, on est spectateur. Pour dire, on est locuteur, donc on est passif. Et que nous allons mener la guerre, on sera acteur, mais plus tard. Donc c'est vraiment, on rentre dans une communication faible, parce que cette communication-là n'est pas maîtrisée. Dominique Magonneau, justement, on a commencé à parler des mots, le linguiste, notamment sur ce mot impitoyable, qui reviendra, on va le voir à plusieurs reprises, mais qui apparaît dès le premier soir, alors qu'il se rend juste après l'assaut au Bataclan, nous serons impitoyables. Je veux savoir ce que vous inspirez ce mot, et plus généralement, s'il y a des mots que vous avez pointés particulièrement dans ces extraits. Moi, j'aurais tendance à décoller un peu des mots et voir la situation qui provoque... C'est le linguiste qui décolle des mots. Non, mais je veux dire par là que la situation explique les mots. Je veux dire par là qu'on est dans ce qu'on appelle, c'est un grand mot, l'épidictique, c'est-à-dire un discours rhétorique où vous devez rassembler sur des valeurs une communauté que vous ne cherchez pas à persuader, mais qui est censée adhérer à ces valeurs. Et vous devez montrer que vous incarnez ces valeurs et donc que vous maîtrisez. Alors, la maîtrise de la situation, de facto, passe par la maîtrise de la parole. Donc, justement, alors le fait d'être dans le flux, comme vous dites, effectivement, ça peut s'interpréter de manière négative. Mais ça peut aussi se voir de manière positive. C'est le capitaine au milieu de la tempête, c'est-à-dire que c'est justement quand le navire est en train de s'agiter que
la parole, en quelque sorte, de celui qui incarne la communauté vient pour rassurer. Et donc, si vous regardez de près, vous verrez le nombre de répétitions qu'il y a dans ces discours par cascade. Et la répétition, c'est toujours associé, en gros, à la monumentalisation, c'est-à-dire je fais une parole. Ils répètent les mêmes structures de phrases. Ils répètent les mêmes structures partout, par les groupes. Et c'est lié à une volonté de monumentalisation, de mémorialisation, et puis aussi d'incantation, en quelque sorte, dire, au fond, nous participons à la même communauté, mais ne cherche pas du tout, au fond, à persuader. D'accord, ok. Je parle sur le contrôle du linguiste. Il y a une chose très intéressante. Au début, dans ses premières déclarations, il parle de nous. Et petit à petit, au fur et à mesure des déclarations, il va dire « je ». D'accord, le 13 novembre, hein, là. Absolument. Et en fait, quand il dit « j'ai décrété une journée de deuil national, et là, il devient chef de guerre, chef de l'État. Mais on avait pointé qu'il disait beaucoup « je » en janvier, davantage qu'aujourd'hui. Beaucoup plus qu'au début de cette déclaration après le Stade de France, parce qu'on sent quand même qu'il est dépassé, paniqué. D'ailleurs, ce n'était pas une critique, je veux dire, qui le serait, mais on sent qu'il l'est vraiment. Quel chef d'État est préparé à ça ? On ne peut pas juger, nous. Ça fait plusieurs mois qu'il dit que le pays doit être préparé à ça. Oui. Et là, il y a quand même, ce qui est intéressant de voir... Oui, mais il y a une faille dans son système. Oui, donc il faut qu'il soit prudent. Bien sûr, mais entre janvier, ce qui est intéressant, c'est quand même, on a vu les images de janvier, on voit les images d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça donne comme impression forte? C'est qu'en janvier, on fait bloc, on fait bloc, on fait bloc. Ça veut dire que premier attentat, première vague d'attentats, unité, on fait bloc. Et deuxième vague d'attentats, on fait la guerre. Voilà. Et ce qui est quand même extraordinaire quand il dit impitoyable, c'est quand même, il dit acte de guerre. Plusieurs fois. Or, ce n'est pas un acte de guerre. Quand vous êtes sur un champ de bataille et qu'avec une Kalachnikov, vous tuez un soldat à 300 mètres, c'est un acte de guerre. Quand vous tuez un enfant à bout portant ou touchant avec une Kalachnikov, c'est un crime contre l'humanité. Ce mot n'a jamais été utilisé par aucun politique depuis vendredi. C'est un crime contre l'humanité. Ah oui, c'est ce mot-là, vous trouvez qu'il devrait être choisi? Acte de guerre. Est-ce que c'est un acte de guerre? Est-ce que c'est un acte de guerre? Juste un petit mot, puis il faut qu'on avance. Il ne faut pas oublier que les catégorisations, que ce soit acte de guerre ou crime contre l'humanité, engage des légitimations politiques. Il dit acte de guerre parce que derrière, il y a les bombardements en Syrie, etc. D'accord, il y a la riposte. Alors, on va revenir. Mais d'abord, on va revenir sur les mots. Mais d'abord, quelques mots, mais là de votre part, sur les photos. Puisqu'en janvier, là encore, comparaison, on se souvient que Gaspard Ganzer, le communicant de l'Élysée, tweetait ces photos de François Hollande dans son bureau, entouré de ses ministres, pendant l'assaut contre les frères Kouachi, retranchés dans une papeterie. Cette fois, pas de tweet de l'Élysée, mais une série de photos communiquées et mises en ligne, avec François Hollande au téléphone et s'informant de la situation au Stade de France, où donc il assistait au match, puis le même allant au Bataclan après l'assaut, et le lendemain, lors du Conseil de défense. En revanche, pas de diffusion de cette image vue sur TF1 le lendemain, où on découvre l'expression du président lorsqu'en plein match, on vient lui annoncer les attentats. Alors, je voulais savoir ce que vous inspiriez ces photos, Christian Delporte, cette série de photos. Est-ce qu'on est dans la même narration, finalement, que lors des... Pas tout à fait. Dans les premières photos, on voit qui? On voit un capitaine. C'est le capitaine du navire. Et ça rejoint également cette idée qu'il va être sur le terrain. À tout moment, c'est lui qui va mener les opérations. D'accord, là quand on le voit sur le terrain au Bataclan, quitter le Stade de France, etc. Alors qu'en janvier, c'était pas ça. En janvier, il était dans son bureau? Non, mais il ne pilotait pas, il est allé sur place. Il est allé à Charlie Hebdo. Mais ça n'avait évidemment pas le même caractère. Je veux dire que on est monté d'un degré. Et c'est pour ça que les mots ne sont plus les mêmes et que l'on va aboutir. Finalement, il y a une telle incompréhension sur ce qui se passe, qu'il faut à un moment donné, ne serait-ce que pour apaiser les peurs de chacun, dire ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cet indicible? On va mettre un mot sur ce que c'est, et ce que c'est une guerre. D'accord, et quand vous dites on monte d'un degré, je vais vous donner la parole Patricia Balmes, c'est-à-dire en fait effectivement, c'est plus quelques photos dans le bureau, c'est carrément un roman photo, on va dire, des différentes étapes de l'action. Alors Patricia Balmes aussi sur cette photo qu'on a vue sur TF1 qui a été aussi diffusée dans quelques journaux, on voit l'émotion du chef de l'État. Cette photo que vous avez montrée, sélectionnée, la toute première, où il apprend, c'est le copier-coller de la photo de George Bush dans une maternelle aux États-Unis quand il apprend le 11 septembre. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Et alors oui, d'ailleurs, cette photo qui avait été diffusée dans le monde entier, voilà. On disait qu'il avait l'air hébété, George Bush, le regard hébété. Oui. L'une à côté de l'autre, ils sont tous les deux tétanisés, hébétés. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme quand on lui annonce ça? Et finalement, il y a en même temps la surprise et le drame, et il y a un côté panique.
panique sur cette photo. Vous Il y sentez a les la mêmes panique, la stigmates. même panique dans le regard Je suis dépassée, qu'est-ce qui m'arrive? On sent dans les deux regards, au moment de l'annonce, où, voilà, là, il y a quelque chose qui va se passer dans leur vie politique qui fera que ce ne sera plus jamais comme avant. Et alors, Patricia Balme, justement, cette photo, parmi la série de photos diffusées et mises en ligne par l'Élysée, cette photo, cette image n'y est pas. Exactement. Pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'on voit qu'il est tétanisé. C'est pas une photo. C'est le corps personnel du roi, c'est pas le corps politique. Ce qui vient de l'Élysée, c'est le corps politique du roi, c'est-à-dire c'est la maîtrise. On le voit. Il n'y a pas de mise en avec. scène là. Bien sûr, il n'y a pas de mise en scène. naturel. Première image maîtrisée par l'Élysée, c'est on protège le chef de l'État. Il est au Stade de France, mais il Derrière est la en train, vitre. voilà, il est en train de voir ce qui se passe. Et là, il pour est le chef coup, de guerre, il commence à donner des il est déjà désordres. polarisé. Là, pas du tout. Voilà. La première c'est photo, pas du tout. Voilà, là, c'est son image personnelle, c'est pas son image politique. C'est la photo la plus naturelle Ensuite, qu'on ait vue. la deuxième image, c'est avec le personnel de santé. Troisième image, avec Nicolas Sarkozy. Donc là, on a l'unité nationale mise en scène. Et ça, pour le coup, c'est plutôt très bien fait sur le plan de la communication parce qu'on s'arrête. On n'est plus dans le flux, on n'est plus du « je suis en train de vous parler ». On est dans déjà l'image. Le chef de l'État est celui qui est capable d'arrêter le temps. On est dans l'histoire, on n'est plus dans l'actualité. Mais alors quand même une petite réaction, parce qu'on parlait de l'émotion qu'on ressentait dans la première intervention de François Hollande à 23h55 pendant que les événements ne sont pas terminés. Et vous disiez finalement, il faut qu'il intervienne, hein, parce que, voilà, ne serait-ce que pour montrer qu'il y a quelqu'un dans le navire, si je peux dire. Mais en même temps, on sent cette émotion. Est-ce que c'est si grave que ça, si l'on peut dire, que finalement cette photo soit diffusée? Est-ce que pour l'Élysée, c'est si embêtant que ça, cette photo de l'émotion du président apprenant les événements? Votre regard, là, on ne parle pas du regard la du point de vue de l'Élysée. A des limites. Elle est limite pour vous? On ne peut pas tout mettre en scène. On peut pas? Oui, mais justement, elle est spontanée. Une image spontanée. D'abord, il faut faire toujours attention avec une image arrêtée. Parce qu'on peut lui faire dire à peu près ce que l'on veut au moment où on la prend. Il y a l'image que vous diffusez là. On sent quand même le regard, on sent quand même le regard. Mais oui, il y a forcément un sentiment de surprise. Voilà, il est quand même pas effaré, comme Bush. Est-ce qu'on va jusqu'à la panique? Je n'en suis pas sûr. D'ailleurs, George Bush lui-même, on peut le croire ou ne pas le croire, il ne dit pas... 10 ans après, il s'exprime il revient sur cette photographie, et il dit je ressentais d'abord de la colère, mais je ne pouvais pas l'exprimer. On le croit, on ne le croit pas. Mais il est très difficile d'interpréter à partir d'une image arrêtée véritablement ce qui se passe à l'intérieur du cerveau de la personne. On dira qu'en termes de communication politique, c'est peut-être pour ça qu'elle pose problème, parce qu'on a beaucoup de mal à l'interpréter, même si vous nous en avez donné une interprétation, Patricia Balme. Alors on va revenir sur les comparaisons avec George Bush tout à l'heure, parce qu'il y en a d'autres dans un instant. Mais d'abord, je vous propose d'écouter la suite des réactions de François Hollande et Manuel Valls, une réaction dans une tonalité très guerrière. On commence par François Hollande au lendemain des attentats, le 14 novembre, à la sortie du Conseil de défense. C'est un acte de guerre. Et face à la guerre, le pays doit prendre les décisions appropriées. C'est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste, Daesh, une armée djihadiste contre la France. La France, parce qu'elle a été agressée lâchement, honteusement, violemment. La France sera impitoyable à l'égard des barbares de Daesh. Elle agira avec tous les moyens, dans le cadre du droit. Voilà, et là encore, François Hollande donne une information en évoquant Daesh avant la revendication officielle de l'organisation, mais surtout il annonce la riposte, comme Manuel Valls, le lendemain sur TF1. Nous sommes en guerre, et parce que nous sommes en guerre, nous prenons des mesures exceptionnelles, et nous agirons, et nous frapperons cet ennemi pour le détruire, bien sûr en France et en Europe, pour poursuivre ceux qui ont commis cet acte, mais aussi, et vous le savez, en Syrie et en Irak. Et nous répondrons au même niveau que cette attaque, avec une très grande détermination et avec une volonté, je veux le dire à mes compatriotes, avec la volonté de détruire. Et nous gagnerons cette guerre. Et nous allons poursuivre dans les jours qui viennent cette action, avec la volonté de toucher, d'anéantir Daesh, avec bien sûr nos alliés. Voilà, volonté de détruire, d'anéantir Daesh, des mots extrêmement forts, assortis, comme à chaque fois, du constat « nous sommes en guerre ». Alors, Dominique Minguenot, question, est-ce que ce sont des mots qui rassurent, là? C'est-à-dire que... C'est un peu paradoxal, mais quand même, c'est la question qu'on peut se poser. Ouais, vous avez dit, c'est un constat, mais ce n'est pas un constat.
Enfin, un constat formulé comme un constat. Ce qui est voilà. ambigu, c'est que ça se présente comme un constat, mais c'est une décision terminologique, parce que le fait de décider que c'est un acte de guerre et non pas un attentat, voilà, comme le disait Chirac, ou un crime contre l'humanité, c'est une décision qui justifie en fait toute la suite, c'est-à-dire la nomination de Daesh comme une sorte d'armée, une armée, et du même coup, il y a une symétrisation, ce qui permet la justification, ce qui justifie l'emploi du mot acte de guerre. Et du même coup, il faut que cet acte de guerre soit légitimé par la façon de parler. Il prend ce ton, effectivement, extrêmement martial et serein. Vous remarquerez que Valls est beaucoup plus martial. Serein, non, Hollande est plus serein. Ah oui. Valls est beaucoup plus martial. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas une répartition des rôles. C'est-à-dire qu'il y a quand même encore chez Hollande quelque chose de l'ordre des valeurs, lâchement, honteusement, etc. Alors que le discours chez Valls est totalement guerrier, comme s'il était au fond l'exécutant des valeurs qui ont été énoncées par le président. Mais alors je me demandais si ça rassurait, c'est quand même un peu la question qu'on peut se poser quand on entend ces mots. Ça rassure parce que ça symétrise. C'est-à-dire que le danger du terrorisme, c'est qu'il est asymétrique. Si vous décrétez que c'est une armée, vous pouvez vous dire qu'on peut la détruire. Donc ça rassure. Et alors, Christian Delporte, sur ce vocabulaire, détruire, anéantir, c'est quand même inédit. Et même éradiquer. Éradiquer, oui, je ne les ai pas tous relevés. Qui relève au XIIIe siècle d'un vocabulaire médical, chirurgical. On va extraire. Moi, ce qui me frappe, c'est l'évolution même du mot guerre en quelques heures. D'accord, entre le 13 au soir et là, le dimanche soir. Et lorsque François Hollande parle, il parle d'acte de guerre. Donc, nous subissons la chose. Quand il dit « nous sommes en guerre », nous sommes dans une démarche volontariste et nous sommes obligés de désigner l'ennemi. D'accord, en clair, au départ, c'est acte de guerre parce qu'on l'a subi. Après, nous sommes en guerre, on va riposter. Mais enfin, on va dire la notion du mot guerre est quand même posée dès le départ. Oui, mais ça n'a pas du tout la même signification. Ça n'a pas la même connotation. Mais enfin, je ne suis pas sûr que ce distinguo que vous faites, il soit très entendu. Le mot guerre, il imprime nos oreilles dès le début. Non, mais attendez. Si, parce que ça donne la clé de ce qui se passe. Je veux dire que les Français sont dans la peur, ils sont dans l'émotion, ils ne sont pas dans la compréhension. On leur donne la clé de la compréhension. Okay. La clé de la nous sommes en guerre et on leur dit, en plus, non pas nous sommes en guerre contre le terrorisme, qui est une sorte de métaphore, qu'on pourrait être en guerre contre la drogue ou le crime. On l'identifie. Là, on identifie l'ennemi. Et je voudrais juste ajouter une petite précision. Entre les moments où s'exprime le Premier ministre, le Président de la République, il y a l'emploi d'un mot qui revient et un autre qui revient moins, c'est Daesh et le groupe État islamique. Alors ce que je pense, le mot Daesh est beaucoup plus employé et en fait c'est le mot arabe pour désigner l'État islamique. Contrairement aux Américains qui citent l'État islamique et les Français s'obstinent à ne pas citer l'État islamique. Et c'est pas mal, il faut le reconnaître. Certains le critiquent. Oui, si vous permettez, je termine. C'est effectivement pour ne pas désigner ces terroristes comme un État. Comme un État. Oui. Alors, c'est pas mal. François Durper, je vais vous donner la parole tout de suite, mais justement d'abord quelques images des États-Unis, puisqu'on évoquait George Bush tout à l'heure, ces mots, ce vocabulaire qu'on a vu dans la bouche du président de la République française et du Premier ministre, eh bien, ressemble-t-il, on peut se poser la question, on va voir que ça ressemble un peu quand même, à ceux employés par le président américain au lendemain du 11 septembre. Alors je vous propose d'écouter d'abord George Bush après les attentats. C'est la liberté elle-même qui a été attaquée ce matin par des lâches sans visage. Et la liberté sera défendue. Ne vous y trompez pas, les États-Unis traqueront sans répit et puniront les responsables de ces lâches actions. La détermination de notre grande nation est mise à l'épreuve. Ne vous y trompez pas. Nous montrerons au monde que nous passerons cette épreuve. Dieu vous bénisse. Voilà, et suite à cela, eh bien, le président américain avait prononcé un discours devant le Congrès une semaine plus tard. Notre peine s'est transformée en colère, et notre colère en détermination. Que nous livrions nos ennemis à la justice, ou que nous fassions justice nous-mêmes, justice sera faite. De l'avis unanime, jamais George Bush, qui va devoir maintenant passer de la parole aux actes, n'était apparu aussi présidentiel. Et l'on ne pouvait s'empêcher de penser hier soir, à le voir serrer dans ses bras l'un des chefs de l'opposition démocrate, qu'il y a 6 mois encore, cet homme élu dans la douleur était la risée d'une bonne moitié de l'Amérique.
Voilà, donc c'était aux États-Unis au lendemain du 11 septembre 2001 et on ne peut s'empêcher de faire le rapprochement avec François Hollande, hein, qui lui aussi réunit le Congrès après les attentats du 13 novembre, 3 jours après à Versailles. Le terrorisme ne détruira pas la République, car c'est la République qui le détruira. Notre démocratie a triomphé d'adversaires bien plus redoutables en vérité que ces lâches assassins. Applaudissements nourris à la fin du discours. Mais une partie de l'opposition juge inutile cette révision et parle d'annonces qui arrivent trop tard. Trop de temps a été perdu depuis janvier pour préparer ce sursaut. Le 13 janvier, à l'Assemblée nationale, vous aviez parlé de failles. 10 mois plus tard, ces failles n'ont pas disparu. Voilà, et on ne peut s'empêcher de relever que ça marche quand même moins bien que pour Bush, hein, puisque là, certes, il y a les applaudissements, mais il n'y a pas l'accolade avec le chef de l'opposition et déjà des critiques, mais ce sera pire encore. Le lendemain, à l'Assemblée nationale, où malgré la reprise de certaines des propositions des Républicains par le gouvernement, eh bien, le Premier ministre se fait huer à droite. J'ai un regret personnel, mais que je veux partager avec vous. C'est qu'au lendemain des attentats du mois de janvier, dans les semaines qui ont suivi, nous n'ayons pas réussi collectivement. Bien sûr, la vie politique reprend son dessus, bien sûr. Bien sûr, il y a des élections, mais plus que jamais, vous l'avez dit, nous devons être tous à la hauteur de nos responsabilités, de l'exigence des Français. Alors, on reviendra sur ces images de huée, mais d'abord le parallèle avec George Bush, François Durper. Est-ce que c'est voilà, un pur effet d'image, hein, comme on dit, comparaison n'est pas raison, ou il y a vraiment, selon vous, un emprunt? Il y a un emprunt. Alors, il y a quelque chose qu'on ne retrouvera pas ni chez François Hollande, ni chez Manuel Valls, c'est exceptionnalisme américain. C'est d'abord, la désignation de la liberté, toujours, bon, ça c'est le messianisme. Nous allons montrer au monde, messianisme très, très spécifique aux États-Unis. Qu'on entend chez Bush, qu'on entend chez Bush, et la religiosité, évidemment, qu'on n'entend pas du côté français. Mais pour le reste, la communication, non pas de guerre, mais la communication de guerre totale, c'était exactement le même champ lexical. Nous avons écrasé notre ennemi. La symétrie dont vous parlez tout à l'heure, Valls qui dit « nous allons attaquer au même niveau que le crime qui a été commis, on va rentrer dans un endroit où des gens civils, etc. » Cette asymétrie, elle ne peut pas être gommée. C'est pas exactement la même chose quand même, la guerre que la France mène et la guerre que ces terroristes mènent. Et ça pose, de mon point de vue, 3 problèmes. La première, c'est le paradoxe. Ce sont les Français qui, en premier, ont dit aux Américains, certes, vous avez subi quelque chose d'extraordinairement douloureux sur votre territoire, mais 18 mois plus tard, qui ont dit aux Américains, ne faites pas n'importe quoi, n'envahissez pas n'importe qui, etc. Deuxième chose, il faut avoir la communication de sa propre culture. Ce qui marche du côté américain ne marche pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, 2003, j'étais aux États-Unis, il y avait des t-shirts, Saddam, tu pues. C'est pas des choses qu'on va voir en France. Donc il faut faire la communication de sa propre culture. Puis troisième chose, c'est la question des moyens. Lorsque Bush prononce ces mots, les États-Unis dépensent la moitié des dépenses militaires de la planète. La France, c'est 4% des dépenses militaires de la planète. Et il y a aussi une question de moyens politiques, c'est que vous avez vu les images, George Bush se met dans les mains d'Ashell, qui est le chef de l'opposition, oui, alors qu'il n'y a pas du tout ça en France. Alors qu'il n'y a pas du tout ça en France. Donc en plus, aucun moyen politique. Et pour finir, quelqu'un disait l'image de guerre, c'est une image qui fait la guerre, sauf que les mots de guerre, ce ne sont pas des mots qui font la guerre. Alors ce que vous dites, c'est quand même assez... Ensuite, on n'est pas dans la tête de François Hollande et on ne sait pas, mais effectivement, on ne peut s'empêcher de remarquer qu'effectivement, et déjà lors de la décoration des héros, hein, du Thalys héros américain, il y avait le discours du bien contre le mal. Donc on voit effectivement qu'il y a cette inspiration peut-être bushienne, c'est peut-être pas un mot très joli, bushien, mais enfin bon bref, dans les discours du président. Alors vous dites finalement c'est pas très habile. Est-ce que vous êtes d'accord, la spécialiste en communication, est-ce que vous voyez cette inspiration? Est-ce que ça vous semble aussi malhabile dans le contexte français? Moi, je partage entièrement votre avis, c'est malhabile. D'abord, il y a une chose. Mais on se dit pourquoi ils font ça alors? D'abord, je trouve qu'au Congrès, il a une posture de gravité logique et normale que n'importe qui aurait eu. Il manque
beaucoup d'émotions et surtout d'humilité. Parce que... François Hollande, là, c'est pas... François Hollande, bien sûr. J'ai besoin de vous. Si vous voulez, on sent qu'il demande de l'aide sans la demander. Et puis le politique revient parce qu'on sait et on voit qu'il va tendre un piège à l'opposition avec cette révision constitutionnelle. Avec cette révision constitutionnelle, donc, en disant qu'ils sont obligés de la voter comme le dit Valls. Là, voilà. C'est plus le père de la nation. Le père de la nation qu'il aurait dû être et qu'il n'a pas été, redevient un politique comme les autres. Donc là, c'est un distinguo avec George Bush, alors, pour le coup. Mais totalement. Et j'ajouterai autre chose. Quand on a vu la vidéo de Manuel Valls, je pense qu'en France, désormais, avec tout ce qui vient de se passer, la politique spectacle, c'est terminé. C'était bon dans les années 80. La politique spectacle, c'est quoi? C'est quand il va sur le plateau de TF1 et qui dit... c'est quand on s'agite, c'est quand on est nerveux, c'est quand on a l'air de... L'agitation de Manuel Valls, que l'on connaît depuis quelque temps, fait qu'il s'est déprésidentialisé pour le futur. D'accord. Sur TF1 ou dans l'hémicycle? Parce que face au UE, on comprend... Dans l'hémicycle et sur TF1. Et sur TF1, oui. Et 3 rapides remarques. La première, à propos du Congrès. S'il y a un moment où le Congrès doit être réuni, c'est bien quand la France est menacée. Ça sert avant tout à ça. D'accord. De montrer donc c'est normal, c'est Bush ou pas Bush, c'est normal. Oui, on va dire, d'accord. Ça a même été un tout petit peu fait pour ça. La deuxième chose, vous dites politique spectacle. Mais en fait, on est dans une situation un peu particulière, avec une émotion considérable, où les Français ont besoin tout simplement d'être rassurés. C'est ça que vient faire Manuel Valls le soir. Est-ce qu'il rassure les Français par une attitude qui est nerveuse, qui est agitée? Eh figurez-vous, c'est ce que dit, le sondage, c'est ce que dit le sondage Odoxa paru mercredi matin sur l'unité nationale. Écoutez des sondages, l'analyse du spécialiste. Je voudrais une troisième remarque. Tout en 3 remarques, évidemment. Al-Qaïda et Daesh, c'est pas la même chose. Lorsque George Bush fait la guerre à Al-Qaïda, il fait la guerre à un terrorisme qui n'est pas palpable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait la guerre à un État, pour faire la guerre à Al-Qaïda. Oui, alors que là, l'État islamique, même sur l'appel Daesh, c'est quand même un État. À chaque fois, François Hollande rappelle que Daesh, c'est effectivement une base territoriale, c'est une armée, ce sont des ressources, donc c'est une forme d'État, ce qui légitime d'une certaine manière le mot guerre. D'accord. Et sur le parallèle avec Bush, alors, sur le fait qu'il s'inspire, même si vous dites le Congrès c'est normal finalement, et ça n'a rien à voir avec Bush, finalement, vous ne voyez pas, vous, ce parallèle, cette inspiration? J'en suis pas sûr. Et en plus, on peut pas dire que ce soit une très bonne inspiration compte tenu oui, c'est pour ça que c'est étonnant. La suite. Donc, j'allais dire, c'est pour ça que c'est étonnant. Je ne pense pas que ce soit le parallèle qu'ils aient fait. Mais dans des moments comme ça, dans des moments tout à fait exceptionnels, on mobilise tous les moyens qu'on a à sa disposition pour rendre les choses plus solennel. Dominique Minguenot, parce qu'après on va voir peut-être de qui peut-être qu'il ne s'inspire pas de Bush, mais en tout cas il ne s'inspire pas d'autres. Là je tease la suite, allez-y un petit mot. Je suis un peu d'accord avec mon voisin d'en face, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il faut quand même plutôt parler d'influence, parce qu'à la limite si Hollande avait été avant Bush, peut-être que c'est Bush qui aurait imité Hollande. D'accord, en tout cas dans la même famille de discours. Parce qu'en réalité la situation est telle, les contraintes rhétoriques sont telles que dans cette situation on ne peut dire que ça. Alors attendez, attendez, François Durper, vous dites on ne dit pas nécessairement que ça. Alors justement, vous signaliez en préparant l'émission que ce discours se distinguait de la rhétorique, en tout cas de Barack Obama. Alors Barack Obama n'a pas eu à faire face à des attentats de cette importance sur son territoire. Mais d'une manière générale, par exemple ici, en 2014, lorsqu'après avoir retiré ses troupes d'Irak, eh bien, il y retourne pour combattre l'État islamique. Écoutez son argumentation, c'est assez intéressant. Les troupes américaines ne retourneront pas se battre en Irak, mais nous aiderons les Irakiens dans leur bataille contre les terroristes qui menacent la population civile, qui menacent la région et qui menacent les intérêts des États-Unis. Ces derniers jours, nous avons déployé certains éléments dans la région et grâce à nos services de renseignement sur place, nous en savons plus sur certaines cibles potentielles liées à l'EIL. Et très rapidement, nous serons en capacité de mener des attaques précises et ciblées quand et si la situation l'impose. Voilà, nous serons en mesure si et quand, alors un discours nuancé, voire euphémisé, qu'on retrouve dans la bouche de son secrétaire d'État John Kerry sur France 2 au lendemain des attentats à Paris du 13 novembre. Je suis convaincu que nous avons progressé. Les gens ne s'en rendent pas compte. Le groupe État islamique a perdu 25% de son territoire. Et nous avançons pour leur mettre plus de pression.
Nous avons coupé leur route d'approvisionnement entre Mossoul et Raqqa. Le groupe État islamique va avoir de plus en plus de mal avec ça. Ça ne veut pas dire malheureusement qu'ils n'auront plus la possibilité d'encourager des jeunes gens perturbés à se transformer en kamikazes et malheureusement à tuer d'autres personnes. La difficulté dans la lutte contre ce genre de terrorisme, c'est qu'il suffit que le kamikaze réussisse son coup une fois. Alors là, il n'est pas question d'éradiquer ni d'anéantir. Finalement, on ne pourra jamais empêcher qu'eux. Et puis on se polarise sur les routes coupées, les pertes de territoire et le fait de mettre la pression. Mais pour le coup, on trouve des discours de la même intelligence que ceux que tenaient les ça vous dit que c'est intelligent. Si je comprends bien, ça c'est intelligent selon vous. Mais à l'époque de 2001, quand ce sont les Américains qui ont été touchés, les Français disaient attention, combien de terroristes, comment vous allez cibler, etc. On est rentré dans une intelligence. Est-ce que c'est parce que c'est pas sur son territoire ou alors est-ce que c'est une posture plus générale? Il y a depuis 2009 une rupture très nette communicationnelle et politique depuis l'arrivée de Barack Obama. On est passé du hard power au smart power. Ça veut dire que sur le plan de la communication, mais c'est aussi politique, c'est on en dit plus qu'on en fait, ça c'était avant. Aujourd'hui, peut-être aussi en France, on en dit beaucoup moins qu'on en fait. Barack Obama est le président des États-Unis qui a tué le plus de terroristes. Qui dit, avec leurs opérations, avec les drones, exactement, etc., qui dit no boots on ground. Or, vous savez qu'il y a des Américains sur le territoire. Mais il dit surtout pas, on n'y retournera pas. On n'y est plus. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Or, le paradoxe, c'est qu'on a de l'autre côté une communication qui s'emballe et qui devrait au contraire garder de la mesure et faire confiance au peuple français dans sa capacité à comprendre la complexité si je comprends du bien, monde. la leçon politique, de communication politique que vous seriez tenté de donner, c'est-à-dire au pouvoir français aujourd'hui, inspirez-vous peut-être de ces mots plus apaisés de Barack Obama et de John Kerry. Il a un ton apaisant, John Kerry. Il explique une stratégie. Mais nous, on a des grandes déclarations avec des effets de manche. Alors on va faire réagir Christian Delporte, mais d'abord peut-être Dominique Mingonneau sur la rhétorique et cette phrase d'Obama, c'est vrai qu'il est quand même assez incroyable parce qu'il commence par dire nous ne retournerons pas en Irak au moment où ils y retournent. Il dit qu'il aidera les Irakiens contre les terroristes et qu'il a, phrase énigmatique, déployer des éléments dans la région qui seront en mesure de mener des attaques précises. Et puis en fait, ça va être effectivement les attaques menées par les Américains. Un mot sur cette manière de dire et de présenter. Moi, je suis toujours un petit peu gêné par le fait qu'on s'intéresse toujours aux mots, mais jamais aux situations qui donnent les mots. Il est clair que la situation dans laquelle est Obama ici, c'est celle du chef de guerre et uniquement du chef de guerre. Il explique une stratégie. Dans le cas de Hollande ou de Bush, on est dans une situation tout à fait différente. Oui, d'agression sur le territoire. Voilà, et en même temps, il fallait en appeler aux valeurs. On n'est pas un stratège. Christian Delporte. Mais John Kerry est dans l'analyse. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas être dans l'analyse. Forcément, on est dans l'émotion. Et on est dans la réaction. Non, il parle de solutions politiques avec l'Iran, avec la Turquie. La vidéo dont je vous parlais, non, il explique Dominique de Villepin, il a parlé pendant Alors attendez, on laisse Christian Delporte terminer, parce que là, il n'a pas eu son quota. Là. Merci. Les récentes enquêtes d'opinion, on en pense ce que l'on veut, montrent que les mesures qui sont proposées, qui sont des mesures assez violentes pour la démocratie, sont largement acceptés. La question c'est court terme et long terme peut-être aussi. Oui, mais le temps de l'analyse viendra. Mais on n'est pas du tout dans le temps de l'analyse. Nous sommes dans le temps d'une certaine émotion, nous sommes dans le temps de l'action. Alors pour terminer, vous dites... Peut-on, vous avez dit, si je retiens bien, peut-on dire autrement? Alors pour terminer très rapidement, je voulais mettre en perspective ces discours justement avec les discours de deux autres dirigeants européens. Alors c'est José María Aznar et Tony Blair, dont les pays furent frappés également par des attentats très meurtriers revendiqués par Al-Qaïda en 2004 et 2005 suite à l'implication de ces deux pays dans la guerre en Irak. Il s'agit d'un assassinat de masse qui, comme tout attentat terroriste, est dénué de toute justification. Nous vaincrons les terroristes. Personne ne doit en douter. Nous en finirons avec la bande terroriste grâce à la force de l'État de droit et à l'union de tous les Espagnols. Ce sera une défaite complète et totale. Ceux qui ont perpétré les attaques d'aujourd'hui veulent détruire des vies humaines. Le terrorisme ne sortira pas vainqueur. Les attentats d'aujourd'hui n'affaibliront en aucune manière nos résolutions et les principes les plus profonds de notre société.
Nous mettrons en échec ceux qui veulent imposer leur fanatisme et leur extrémisme sur nous tous. Alors Christian Delport, je me tourne vers vous, vous disiez on ne peut pas faire autrement quand on vient de subir des attaques aussi lourdes. Là, alors, ce sont évidemment que des extraits de discours, mais on a envie de dire qu'ils ne sont quand même pas dans le même registre que François Hollande lorsqu'il se rend devant le Bataclan. Ils sont pas dans... On n'entend pas ces accents guerriers quand même. Non, mais ils sont dans un discours assez stéréotypé dans ce genre de circonstances. Le même que chez nous, vous diriez Non, parce que ce ne sont effectivement pas les mêmes circonstances. Alors... Il y a « nous vaincrons »,« nous l'emporterons », etc. Mais on ne sait pas, au moment où il parle, on ne sait pas quel est l'ennemi. Lorsque Aznar parle, il ne le sait pas encore. D'ailleurs, il va accuser l'ETA alors que ce n'est pas l'ETA. Oui, il va commencer par accuser l'ETA. Et lui aussi, à la veille d'élection, voilà. D'ailleurs, un peu... Et on va... Évidemment, on soupçonne que c'est Al-Qaïda. Mais Al-Qaïda et Daesh, précisément, ça n'est pas la même chose. Oui. Tony Blair, il a un ennemi clairement identifié. Il a un attentat qui ressemble le plus à celui qu'on vient de connaître, c'est-à-dire 53 morts, hein. Multi-attentats, 4 explosions, métro, bus, des Britanniques qui se font exploser et des attentats suicides. Il est dans une situation parallèle. Très proche. Il ne réagit pas du tout de la même manière. Encore une fois, Napoléon disait qu'il faut faire la politique de sa géographie, il faut faire la communication de ses moyens politiques. Et là, Tony Blair, et c'est alors évidemment l'Angleterre, les bombardements pendant la Deuxième Guerre, etc. Donc il va dire juste après, il faut vivre, il faut continuer à vivre exactement. Et pour le coup, c'est churchillien pour le coup. C'est churchillien. Patricia Balme, le mot de la fin. Parce qu'on arrête Tony les Blair a un comparaisons langage ici. assez modéré et assez calme et assez clair. Mais il a une chance, et quand on voit cette image, c'est qu'il a autour de lui les chefs d'État des plus grands pays du monde, parce que c'était au moment où il avait un colloque. Et là, il n'est pas le Premier ministre seul, isolé, et on a déjà l'impression, à travers cette image, qu'il a le soutien de tous les chefs d'État. On a envie de dire quand même, et on a comparé d'ailleurs avec Janvier, ce qui était intéressant, parce que Janvier, c'était la première attaque de cette ampleur sur le sol français. Là, on en est à la deuxième. Il y a quand même une répétition. C'est pas les mêmes circonstances. Quand c'est la deuxième fois, on peut pas tenir le même discours aussi. C'est peut-être ça qui explique l'évolution. Et François Hollande ne pourra pas tenir le même discours. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le problème du chômage est passé au second plan. Et maintenant, le problème de la sécurité est la première préoccupation des Français. Donc du coup, quand on relativise son discours, on se dit, quand vous disiez qu'il n'a pas le choix, c'est peut-être aussi parce qu'il y a cette notion de répétition. Oui. La donne a changé pour François Hollande. Sauf que ce qui est en train de se passer ne peut pas être compensatoire de ce dont vous parlez, de l'état de la société française. Bien sûr que non. Bon, alors après ces commentaires, juste un petit mot pour le coup de politique fiction, hein, puisque François Durper, vous vous intéressez à la politique française, on l'a remarqué, avec cette BD qui vient de sortir, donc de politique fiction, avec Farid Boudjela, la présidente, sur l'hypothèse de l'élection de Marine Le Pen. Voilà, ça c'était pour la lecture. Merci à Marie Lebon et à Mélanie Bouchelouche qui se sont levées tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Laurent Ferré et à Diane de Charmas qui se sont couchés tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat. Et puis il y a la lecture, mais aussi des vidéos qu'on peut voir et revoir. Hein, les émissions notamment du 11 février 2015 où nous commentions les archives de politique française. Hein, Jacques Chirac, Alain Juppé qu'on a vu rapidement au début de l'émission. C'est évident que Hollande ne va pas pouvoir jouer sur... une semaine, vous demandez aux Français s'ils veulent envahir la Syrie. Je ne pense pas qu'ils... Les États-Unis, les Américains étaient prêts à envahir tous les pays. Le monde entier, ils ont problème. Ça va être l'improvisation. Un jour, on boycotte Poutine, on n'envoie pas les Mistral. Tout d'un coup, il faut faire alliance, la coalition, parce qu'il a compris qu'il peut faire autrement. Il y a vraiment de l'improvisation. Il n'y a pas...